Salut mes Nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1132. Restez, regardez la vidéo en entier parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler du temps peut-être qui s'écoule différemment au niveau de Elbaf. On va parler du livre Bragman, on va parler de Nami, on va parler de Usopp. On va parler de cette silhouette, quelle est cette silhouette à la fin de ce chapitre. On va parler aussi de différents foreshadowing qu'on a eu tout au long de One Piece pour nous préparer Elbaf. Et pour ne rien perdre de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va prendre le chapitre page par page et on va décortiquer tout ça. Juste avant, regardez ce pull qui est complètement dingue. Alors beaucoup l'ont déjà vu, pourquoi? Parce que je suis en train de faire des petites vidéos calendrier de l'Avent avec des Lego. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour découvrir ça tous les jours. L'autre chose qui est vraiment super importante, c'est que on est au mois de décembre et les vidéos Il était une fois One Piece, vous allez en avoir. Ça c'est vraiment cool. Il y aura normalement un petit teaser ce mois-là. Bref, plein de choses à dire, mais ça on verra ça plus tard parce que là on est là pour parler du chapitre. Et mes amis, c'était quelque chose d'absolument dingue. Et ils sont là. Et c'est là où on voit que Eiichiroda est vraiment très très fort parce que il arrive après plus de 27 ans. Oui, c'est chiant de dire ça à chaque fois, mais il arrive toujours à nous véhiculer des émotions parce que je sais pas si vous avez vu ma réaction live, mais j'ai eu ma petite larmichette et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des larmichettes quand vous avez lu ce chapitre. Alors, ce chapitre commence par la première page où on a l'arrivée du grand Eric qui est le Draka justement des géants qui sont Brogy et Bragi avec une partie de l'équipage des Mugiwara qui va directement au niveau de l'île d'Elbaf. Ils sont au premier étage. Qu'on va voir après qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de Elbaf et on reconnaît le bar où était Shanks quand il a décidé de faire voir à Kid ce que c'était un vrai pirate. Et on voit le petit gamin qui s'appelle... Alors, encore une fois, je prends la traduction française de Glénat pour faire mes critiques analyses. C'est pour ça que les critiques analyses sont le lundi. Et le nom que eux, ils ont mis, c'est Koron, qui est la phonétique justement japonaise au niveau du personnage. Et quand j'ai fait mes recherches dessus, il semblerait qu'il y ait une sorte de jeu de mots au niveau de son nom avec la phonétique au niveau des chiffres qui correspondraient à une certaine manière de dire les chiffres en japonais. Et ça serait 5. Ça correspondrait à 5 Ko et Ro 6. Ça reprend justement quelque chose qui est lié aussi au niveau de Luffy, qui est Go-Mu, qui est aussi 5-6. Donc, à travers ça, Eiichiroda est en train de nous mettre une relation entre le fils que nous voyons ici, qui est une représentation de Vic le Viking par rapport à Luffy. Et ça c'est vraiment très très bon. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Vic le Viking c'est un très très vieux dessin animé et ça a servi d'inspiration à Eiichiroda pour justement faire des mangas. Et ça c'est vraiment excellent. Donc en un sens, peut-être qu'à travers ce jeu de mots entre le 5 et le 6 que nous avons ici, c'est peut-être aussi pour montrer l'inspiration de Vic le Viking qui a servi d'inspiration après pour créer le personnage justement de Luffy. Ils doivent aller au monde directement des soleils, donc c'est-à-dire que là, il va aller au deuxième niveau d'Elbaf et il doit donner un panier justement à son papounet. Et qui est son papounet? Son papounet est sûrement important. Est-ce qu'il serait vraiment excellent? Et là, ça serait un petit clin d'œil de la part d'Eiichiroda. C'est-à-dire que le papounet, justement, de Koron, eh bien, pourquoi pas, ce ne serait pas Vic le Viking, mais en version adulte. On va très vite, hein, parce qu'il va y avoir plein de choses à dire au niveau de ce chapitre. Il y a Ajroudine qui est présent, qui vient justement aussi accueillir l'équipage des Mugiwara. Et là, on a un truc qui est complètement dingue, c'est la création de l'arc-en-ciel pour monter au premier niveau de Elbaf. Je trouve que dans ce chapitre, je sais pas si vous allez me le dire, je vais en parler tout de suite, il y a une sorte de petite détresse qui se crée au fond de nous. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est dans le dernier arc avant le final de One Piece. C'est la dernière exploration de l'île, c'est le dernier peut-être pas sur le voyage de Luffy pour atteindre
justement Loftel, et il y a tout un côté aventure qu'on retrouvait au niveau de, je dirais, Skypiea. Ce qui représente le plus l'aventure au niveau de One Piece, c'est Skypiea. Et je trouve qu'il y a plein d'éléments qui reprennent Skypiea ici. Là, on va reprendre l'arc-en-ciel qui fait penser tout simplement au knockdown quand il monte justement à la verticale. En haut, on va voir aussi qu'il va y avoir des sortes de nuages sur lesquels ils vont pouvoir avancer. Et pourquoi pas, et ça serait complètement dingue, c'est-à-dire que Adam, l'arbre d'Adam est tellement grand que peut-être tout en haut, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient parlé des îles célestes au niveau de l'arc Head Egg, les géants, et bien pourquoi pas, tout en haut de l'arbre Adam, il y aurait une sorte d'arbre d'île céleste géant. C'est peut-être là où il y aura le domaine entre guillemets des dieux. On a vraiment aussi tout cet équipage qui est présent, qui est heureux, qui découvre des choses, et on le ressent encore plus. Tout ça quand on va avoir cette double page avec l'arc-en-ciel et le Drakkar qui va justement voguer dessus. C'est quelque chose qui est totalement féerique, c'est quelque chose qui est totalement magique, et c'est vraiment hyper beau. Et Ichiro Oda essaye de créer justement une cohérence au niveau de son monde pour que justement la suspension d'incrédulité soit toujours maintenue et que le lecteur ne décroche pas pour se dire ça c'est complètement farfelu. Ça, pourquoi j'en parle là? Parce que j'en parle dans Il était une fois One Piece, et l'arc-en-ciel qu'on puisse voguer dessus est quelque chose qui est possible pour les géants d'Elbaf, parce qu'ils ont une pierre qui leur permet de créer ces arcs-en-ciel. Donc les arcs-en-ciel que eux ils créent sont totalement différents des autres arcs-en-ciel qui existent dans le monde de One Piece, et c'est en ça que c'est vraiment très très fort. Et encore une fois, il y a les mouettes, il y a toute cette mythologie, il y a toute cette photographie autour. Et je sais pas, parlons justement de photographie au niveau de One Piece, ce chapitre il est absolument incroyable parce que il vient être totalement en contrebalancer le chapitre qu'on a eu la semaine dernière, qu'on a eu il y a exactement 3 semaines, où là on était vraiment au niveau 1 qui représente la mort. C'est quelque chose qui est vraiment très très sombre, et même au niveau, quand c'était dessiné, c'était quand même assez sombre, les traits étaient pas très précis. Là je ne sais pas si ça vous a fait ça, c'est-à-dire que tout le chapitre a été dessiné à la perfection. Les traits sont faits au poil de cul près. C'est d'une beauté absolument incroyable, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, ne serait-ce qu'au niveau des dégradés de gris qu'on peut avoir. Et c'est ça qui vient nous émerveiller, parce que ça reprend un petit peu l'iconographie et la photo qu'on avait au tout début de One Piece, où les décors n'étaient pas très fouillés, mais étaient vraiment d'une beauté absolument dingue. Et bien, on retrouve cette vibe au niveau de cet arc, et de cet arc au niveau de ce chapitre, et c'est peut-être ça aussi qui vient un petit peu nous chercher à l'intérieur. Après on passe directement sur autre chose, c'est-à-dire qu'on part sur Gerd et aussi Goldberg, et qu'est-ce qu'on a? On a Luffy qui vient juste de partir de l'étage 0, l'étage 1 au niveau de Elbaf pour arriver. Il voit que c'est fini, il rencontre Gerd et Goldberg, eux qui arrivent à comprendre que c'est justement Luffy, et c'est en un sens c'est normal parce qu'ils font partie de l'équipage de Ashruddin. Et là on a quelque chose qui est excellent, il parle justement d'une créature, de quelqu'un qui est en sous-sol. Le regard de Luffy, alors on sait qu'après il va transpirer parce qu'il va mentir, donc on sait qu'il est toujours mal à l'aise quand il ment, mais le regard de Luffy quand il lui parle justement du monde des morts, on voit qu'il a une sorte de peur, de surprise. On est au-delà du Luffy qui se met en mode drôle pour dire je ne peux pas mentir, etc. Loki a menti à Luffy, et encore une fois, on m'a beaucoup dit, Luffy peut voir vraiment comment sont les personnes réellement, mais Loki va avoir cette faculté de pouvoir tromper les gens, et même malgré la candeur de Luffy, et malgré le fait qu'il arrive toujours à savoir quels sont réellement les personnages au fond d'eux, je pense que Loki a vraiment ce machiavélisme en lui qui permet de duper les gens. C'est vraiment là où est la grande force de son pouvoir, et peut-être que justement la surprise par rapport à ça, c'est soit par rapport à ce que quelque chose qu'a raconté justement Loki à Luffy, et le fait de lui reparler, ça lui remet ça justement en mémoire. C'est par rapport au secret, et rappelez-vous, il doit aller chercher la clé
au niveau du village d'Elbaf qu'on va voir juste après. On passe après tout de suite, c'est ça qui est vraiment excellent parce que là on sent que Eiichiro Oda est vraiment dans l'enchaînement des actions. On passe maintenant sur une autre page tout de suite après où on a le reste de l'équipage des Mugiwara, c'est-à-dire Chopper, Usopp, Nami, Sanji ainsi que Zoro, et ils ont créé un piège pour contrer le Road qui est complètement débile. Et ça, moi je l'ai dit dans la réaction live, ça m'a totalement fait penser aux Schtroumpfs. Justement, en parlant des Schtroumpfs, j'ai fait une recherche et les Schtroumpfs, il s'avère que c'est pas mal connu aussi au Japon. Je prends mon petit café. Alors oui, c'est Dragon Ball, c'est normal. C'est parce que j'ai oublié tout simplement ma tasse hier de One Piece. Donc, ils ont fait un piège. Road s'est fait attraper dans le piège. Et après, il y a qui arrive? Il y a Luffy, Gerd et Godback qui arrivent. Avec l'attaque qui reprend l'attaque toujours combinée des géants. On a eu ça justement avec Dory et Brogy. On a eu ça aussi au niveau de Enies Lobby avec Kashi. Et je me rappelle plus le nom de l'autre. Cette attaque toujours double est vraiment très très belle. Et justement, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de vous parler juste avant. Quand je vous ai parlé justement des foreshadowing, et bien si on reprend Little Garden, qu'on va reparler tout à l'heure, qu'on va parler de Bragman, et bien quand il y a l'introduction de Little Garden, et bien au niveau de l'île, il y a le combat des géants, et les géants font tellement de dégâts, tellement d'impulsion avec leur attaque, qui font des sortes de gerbes d'eau, et ça crée des arcs-en-ciel. Et là, on peut voir une sorte de foreshadowing de la part d'Eiichiro Oda, c'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, Eiichiro Oda nous avait dit les géants sont capables de créer des arcs-en-ciel. Et oui, c'est complètement dingue. Alors c'est peut-être moi qui affabule, dites-le moi dans les commentaires, mais encore une fois, je trouve ça absolument génial. C'est d'ailleurs ça la beauté de One Piece, de pouvoir faire des petites théories comme ceci. Donc, on continue. Ils ont matraqué la tête de Gargamel à notre petit Road, et après justement ils expliquent un petit peu qui ils sont et que le village il est juste en face. Et là t'as justement le Luffy qui dit à Usopp go go go, on va aller sur le village. Et là on arrive sur une double page qui est absolument incroyable. Ça va être la double page avec le village. Là, il y a les géants qui nous expliquent que Elbaf est divisé en 3 niveaux. Celui des cieux, celui du soleil et celui des morts. Mort, soleil, cieux. C'est pour ça que cieux, je vous ai parlé que peut-être que tout en haut, il y aura une île céleste et ce sera peut-être aussi un domaine de Dieu. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que ça fait un très beau parallèle avec quoi? Je vous en ai parlé tout à l'heure, avec tout simplement Skypiea. Le retour de Eren. Non, on va quand même pas aller jusque là. Ce qui se passe après, par contre, c'est qu'on a le village d'Elbaf, et c'est là où on voit que Eiichiro Oda est vraiment très fort. Premièrement, au niveau du dessin, le dessin est magnifique. C'est incroyable. C'est net, c'est précis, même sur le fond des décors, c'est vraiment d'une beauté absolument incroyable. Le dessin de la tête de Luffy est vraiment incroyable. Ça reprend un Luffy qu'on a dans les débuts de One Piece au niveau du trait. On a une candeur, c'est ce que j'explique beaucoup au niveau de la candeur de Luffy, qui est absolument dingue. Et on a après le Usopp qui est derrière. Et comme je l'ai dit lors de la critique analyse, le dessin est parfait. C'est-à-dire que notre regard va être focusé au niveau de Elbaf et il va faire plein de petits détails pour que nos yeux soient vraiment pris là-dessus. Et après, on va avoir cette sorte de borne sur le côté qui va être un flashback et qui va jouer sur les couleurs. Gris, le flashback, le présent, Luffy, et après un gris sur Usopp qui représente le flashback et l'instant présent et qui vient faire un écho de ce que le lecteur ressent. Et c'est là où il est très fort, Eiichiro Oda. C'est quelque chose que je veux vraiment beaucoup apporter. C'est quelque chose que vous le verrez dans les vidéos Il était une fois One Piece. Je vais beaucoup m'attacher à représenter vraiment toutes les émotions. Comment Eiichiro Oda essaye de véhiculer les émotions. Et là, on en a un exemple vraiment parfait. Tel qu'est représenté Elbaf, on a plus l'impression que c'est une île flottante, plus que c'est quelque chose sur un arbre. On ne voit pas l'arbre, on le devine à l'arrière par rapport à l'ombrage qu'on a vraiment dans le fond. Et ce qui est vraiment très fort, et c'est là où Eiichiro Oda est complètement dingue, c'est qu'il nous a fait un foreshadowing absolument de taré, où il nous a induit en erreur de fou. C'est-à-dire que si vous regardez bien le centre de, du village d'Elbaf,
c'est exactement le centre du village où il y a le flashback de Big Mom. Mais nous, tel qu'on l'avait en mémoire, c'était une île totale, c'était pas quelque chose qui était en hauteur, parce qu'il nous avait fait un zoom sur la tour, le reste des maisons, et c'est tout. On ne voyait pas le château, on ne voyait pas l'ombre, on reconnaît seulement que les collines et par rapport à la tour du milieu. Et ça, c'est complètement dingue, et ça montre aussi que ici, on a la preuve que c'est ici où était Big Mom à une époque, et ça c'est très important par rapport à la théorie du temps qu'on va parler juste après. Et surtout, c'est là où commence à être mis en place une narration, bien sûr, d'un narrateur, d'une personne qui va raconter quelque chose. Tel qu'on peut le lire, on peut penser que c'est toujours le narrateur qui parle, qui vient du futur. Parce que d'habitude, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a des trucs, c'est le narrateur qui est dans le futur, qui connaît les histoires de Luffy, qui va nous raconter. L'exemple flagrant, c'est à la fin de Dressrosa, cet élément, cette création de la flotte allait provoquer des éléments plus tard dans le futur. C'est-à-dire que c'est le narrateur qui est dans le futur qui nous dit ce qui se passe là est très important par rapport à ce qui va se passer dans le futur que moi, narrateur, je connais. Là, ici, c'est totalement différent. Le narrateur qu'on a, et on ne le sait pas au début, on pense que c'est un temps présent, immense, n'est que l'expression d'une émotion. Qui peut trouver les mots justes pour décrire un tel spectacle? Voici le royaume de Warland sur l'île d'Erbaf. Cependant, il est d'usage d'appeler Erbaf l'ensemble de ce royaume de géants. L'herbe, les arbres, les plantes grimpantes, les fleurs, les insectes, les poissons, les oiseaux, les animaux en général, tout est si gigantesque qu'on en a le souffle coupé. Aventurier, vous ne regretterez pas le temps que vous passerez ici. Mais si je devais écrire qu'une seule chose à propos de cette mystérieuse terre d'Elbaf où tout est si imposant, ce seraient ces quelques mots que je vous demande de bien garder dans un coin de votre esprit. Ne vous y attardez pas trop. Louis Arnott, Explorer. Et ça, c'est vraiment très 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 important parce qu'on a une très très belle narration de ce côté-là. On arrive sur la page d'après où on a tout l'équipage qui regarde. Et pour moi, vraiment, le plus beau là-dessus, ça va être tout simplement Zoro. Zoro qui lève ses lunettes et qui regarde de son œil Elbaf. Pour que Zoro soit abasourdi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui a été mis en place. On va commencer à parler justement de ce qui est très important. On va parler de Louis Arnott. Il a fait le livre Bragman. Bragman, ça peut se traduire par les hommes affabulateurs ou les hommes menteurs. Donc tout ce qui a été écrit dedans, c'est entre guillemets pour beaucoup de gens tellement incroyable que ce sont des mensonges. C'est la première fois qu'on en entend parler, c'est dans les chapitres 115 par rapport à Nami qui l'a lu, et ça parle justement des Little Garden parce que c'est Louis Arnott qui a donné le nom de Little Garden parce que c'était une île où il y a des géants et l'île est tellement petite par rapport aux géants que ça faisait comme une sorte de petit jardin. Déjà par rapport à là, on peut sous-entendre que Louis Arnott n'est plus quelqu'un qui est vivant mais quelqu'un qui a plus de 100 ans, qui a écrit ça il y a plus de 100 ans parce que c'était au moment des combats et on sait qu'ils sont restés plus de 100 ans à faire justement les combats au niveau de Little Garden. Et ce qui est vraiment important, c'est son nom. C'est Louis Arnott qui a écrit le livre Bragman. Et en vérité, c'est un jeu de mots. Louis Arnott, c'est en vérité la phonétique japonaise pour We Are Not. Et en gros, le livre pose le titre à travers le nom de l'auteur. Nous ne sommes pas des affabulateurs. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que il va y avoir une autre personne qui va écrire ce type de livre, c'est tout simplement Usopp. Usopp, dans la lignée de Lorland, et là justement de l'explorateur Louis Arnott, il va écrire un livre à la fin de One Piece où il va raconter toutes les aventures qu'il a vécues et ça sera pris bien plus tard comme étant un affabulateur. Et justement, le narrateur que je vous ai parlé juste avant, eh bien, raconte l'histoire de One Piece à travers le livre d'Usopp. L'autre chose, c'est par rapport justement à la dernière phrase. Cette dernière phrase, ne vous y attardez pas trop. Vous avez été hyper nombreux à me dire, si c'est ça, ça veut dire qu'il doit y avoir une différence de temps entre le temps qu'il y a au niveau de Elbaf et le temps qu'il y a après au niveau de One Piece en général. C'est totalement possible, c'est qu'il y a des différences de climat, et bien il peut aussi y avoir, pourquoi pas, une différence de temps, et donc ce qui veut dire que c'est aussi pour ça que les géants sont aussi vieux, vivent aussi longtemps, c'est parce que le temps est moins long sur Elbaf
que dans le monde. C'est-à-dire que par exemple, on va dire, il y a 1 heure qui est passée au niveau de Elbaf, ça équivaut peut-être à 1 an, 1 mois, 1 semaine, je ne sais pas, au niveau du monde réel. Ça ne peut pas être le cas, pourquoi? Parce qu'il y a trop de relations entre les géants et le monde extérieur. Pourquoi c'est pas possible? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on reconnaît le lieu où était justement Big Mom et Mother Caramel. Mother Caramel, elle avait tout simplement un lien avec le gouvernement mondial pour donner des enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien temporel, justement, entre ça. Il y a aussi Big Mom qui a vécu très longtemps. Je suis en train de faire le montage et je viens de penser à un truc qui invalide totalement la théorie sur le truc du temps. C'est que tout simplement Gerd, rappelez-vous, elle était jeune en même temps que Big Mom. Et bien dans un SBS, on apprend que Gerd elle a 75 ans, Big Mom en a, je crois, 68. Donc on reste vraiment dans la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près le même âge. S'il y avait eu une différence de temps entre le temps qui s'écoule au niveau de Elbaf et le temps qui s'écoule dans le monde de One Piece, et bien par exemple Gerd, au niveau de son âge, dans un SBS, ils auraient marqué qu'elle avait 35 ans, et par exemple Big Mom 65 ou 65-68, et c'est à partir de là qu'on aurait pu dire ah, ils ont plus le même âge, donc ça veut dire qu'il y en a une qui vit moins longtemps que l'autre. Donc voilà, moi je retourne à faire le montage parce que j'ai encore pas mal de taf au niveau de l'île, et il semble pas qu'il ait dit que Big Mom ait vécu beaucoup plus longtemps et qu'elle soit énormément plus âgée que la logique qui voudrait qu'elle est restée quand même, je crois qu'elle est restée plus d'1 an au niveau de Elbaf. Donc s'il y avait ce temps-là, peut-être que ça ferait au moins facile 3, 4, 5, 10 ans qui seraient passés au niveau du monde de One Piece. Le fait que aussi au niveau de Little Garden, ils soient partis par rapport à 100 années, qu'ils aient vieilli d'un nombre X d'années au niveau de Little Garden, Dory et Broggy, et après qu'ils reviennent au niveau de Elbaf et qu'il n'y ait aucune différence par rapport aux gens qui connaissent, par rapport à comment ils ont vieilli. Là par exemple on va parler de Ashrodin, ou on va parler tout simplement de Kashi et Onyo, merci, c'était ça le nom que j'ai cherché tout à l'heure. Il n'y a pas de grosse différence, il n'y a pas un élément narratif qui a été mis en place par Eiichiro Oda avant, du genre de dire ah là là, ils sont partis il y a tant de temps mais ils ont beaucoup plus vieilli que nous qui sommes restés sur Elbaf. Est-ce que vous voyez un petit peu la chose? Donc pour moi la théorie du temps que j'ai vu beaucoup véhiculer et que vous avez été hyper nombreux à m'envoyer en MP, eh bien je ne la valide pas à mon niveau, parce que je trouve que Eiichiro Oda a mis énormément d'éléments en place pour pouvoir réfuter cette théorie. Et enfin parlons de dernière théorie, tout simplement la silhouette de la personne qui est en bas. Qui est-elle? Shiki Scooper Gaban. Si c'est Scooper Gaban, ça pourrait être ça, parce qu'on sait que aussi que comment il s'appelle, Shanks vient des fois sur l'île, donc il peut revenir le voir. C'est peut-être aussi pour ça qu'il revient sur l'île, parce qu'il revient tout simplement le voir. Mais la chose qui pourrait aussi valider ça, c'est peut-être par rapport au fait que la dernière road poneglyph allait ici, et lui sur ordre justement de comment ça s'appelle, sur ordre de Goldie Roger, et bien pour que personne n'ait la dernière road poneglyph, et bien elle doit être gardée par l'un des membres les plus fiables justement de l'équipage, Scooper Gaban. On pourrait dire que ça aurait pu être Rayleigh, mais Rayleigh lui voulait vraiment partir, il voulait vraiment après aller faire autre chose. Donc je vois vraiment que ça peut être Scooper Gaban comme étant le gardien de la dernière road poneglyph qui est présent ici, et comme ça seul parce qu'ils disent on est arrivé 20 ans trop tôt, et ce qui est très important aussi, c'est que ça doit être le Nika qui doit aller à Loftel pour aller résoudre quelque chose. Et il se dit, ok, par rapport à la mythologie, par rapport au fait que le dieu soleil doit venir à Elbaf, si lui, il vient à Elbaf, obligatoirement, il sera reconnu, il sera accepté, et ça fera un petit peu comme Zou. On pourra lui montrer le dernier road poneglyph qui est protégé, justement, par Scooper Gaban. Et après, est-ce que c'est Shiki ou pas? Je ne pense pas que ça soit Shiki, parce que sinon ça serait un gros troll d'Eiichiro Oda. Mais encore une fois, vous êtes d'accord avec moi, Eiichiro Oda, il aime bien nous troller. Bref, on va arrêter ici la critique analyse, parce que sinon, après partir vraiment très très loin. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, par exemple, entre vous, laissez des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très 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 important. Laissez des pouces bleus, et on se dit à très bientôt pour la série de vidéos Il était une fois One Piece. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon petit Insta One Piece Passion pour découvrir avec moi tous les jours les petits Lego. Je vous fais ça tous
et à tous des très gros bisous. On se donne rendez-vous cette fin de semaine pour la critique analyse, non, la réaction live et après la critique analyse. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Medakama.